Voilà. Et donc, je suis heureux d'accueillir Didier Merle, qui est chercheur au laboratoire de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle. Il va nous évoquer Christian Montenat, qui a dirigé l'Institut géologique Albert de Lapparent et qui était directeur de recherche au CNRS. Je lui passe la parole. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre présence. Et là. Ah ouais, c'est pareil. Ça fait la même chose. Voilà, regardez. Chacun ses petites méthodes. Ah oui. Ah oui, la visio. Ouais. Alors, la catholique de Paris, oui, ça fonctionne. Oh, bah, ouais, c'est bien. Vous reconnaissez. Par contre, c'était la première. Ah, par contre, ça bouge plus. Hein. C'est le partage qui se... Ah, voilà, ça fonctionne. Très bien, très bien. Bon. Excusez-moi pour ces petits prémices informatiques. Donc, oui, je vais faire cet hommage à Christian Montenat. Christian Montenat, je l'ai bien connu. Bon, j'étais beaucoup plus jeune que lui. Et surtout, notamment dans les derniers moments où on a changé beaucoup pour la rédaction du volume Stratotype d'Agne. Alors, je remercie Françoise de m'avoir fait confiance. Je pense que dans l'Assemblée, il y a des gens aussi qui l'ont connu, comme M. Taquet, sans doute aussi bien que moi, sinon plus. Donc, on a sans doute des expériences qui sont un petit peu partagées et qui vont vous avez sans doute des compléments à faire par rapport à ce que j'ai dit. D'autant que j'ai été chercher des biographies des nécrologies. Finalement, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et je pense qu'il y aura sans doute peut-être un travail pour rassembler un peu déjà la liste de ses travaux, tout ce qu'il a fait, qu'il a laissé quand même une grosse œuvre. Donc voilà. Alors voilà, Christian nous a quittés à l'âge de 79 ans, hein, au mois de septembre. Là, j'ai deux figures. Une figure qui est relativement ancienne, qui le montre relativement jeune. En fait, on peut le voir c'est un interview, j'ai vu ça sur Internet. C'est un interview qu'on trouve sur YouTube. En fait, j'ai tapé Christian et il était interrogé à propos d'un ouvrage. Et là, c'est une vue beaucoup plus récente, hein, elle doit dater des années 2010. Donc, je vais évoquer sa biographie. Donc, son cursus, il a obtenu une licence S-Sciences en 63, il était à la Sorbonne, et parallèlement, il va suivre des cours à la Faculté des sciences de l'Institut catholique de Paris. Ça, c'est assez important. Et puis, il va obtenir son diplôme de géologue de l'IGAL et sa thèse de troisième cycle en 64. Alors, il va vachement vite parce que ça m'a toujours étonné ces dates, et c'est quand même les dates que j'ai retrouvées. Voilà, donc il va le travailler après avec Albert de Lapparent, et il s'intéresse à la géologie de la Drôme et aussi à la paléontologie des vertébrés. Et ça, c'est quelque chose qui va le passionner, qui continuera toujours à faire. Moi, quand j'avais enseigné à l'IGAL, donc il m'a laissé la partie paléontologie, mais il se réservait toujours la partie des vertébrés. Et donc, assez rapidement, il va commencer à publier. Et puis, il va publier un article en 63 à l'Académie des sciences sur les mammifères éocènes de la région de Montbrun, dans le sud de la France. Et après, avec Léonard, donc ça nous rapproche un petit peu plus de la région, avec Léonard Gainsbourg et puis Charles Pomerol, il va travailler sur le bassin de Paris et publie un article sur les mammifères du Guépel, les mammifères qui sont éocènes. C'était une découverte importante. Moi, personnellement, j'y suis assez sensible. Et je sais que dans ce site qu'on a essayé de protéger il y a quelques années, finalement, jamais on a retrouvé cette faune de mammifères. Donc, c'est pour le bassin de Paris, pour les datations, c'est assez important. Et puis, en 1967, il va publier un mémoire à la Société géologique de France sur des empreintes de pattes de reptiles de l'infralias de Veillon en Vendée. Et donc, c'est à cette époque qu'il va rentrer à l'IGAL, où il enseignera finalement toute sa vie.
et deviendra directeur de l'IGAL en 1983. L'IGAL, c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui parce que finalement, je pense que Christian, c'est vraiment le symbole de l'IGAL, c'est vraiment une icône de cette école. Et il a suivi un peu toutes les mutations, peut-être pas tout à fait totalement la dernière, mais l'IGAL de l'Institut catholique de Paris, et après aussi l'IGAL moderne, qui était basé à Cergy-Pontoise. Donc en 65, il rentre aussi au CNRS et il deviendra le directeur de recherche en 87. Et donc, au final, si on fait un bilan de tout ce qu'il a fait, eh bien, il va laisser plus de 250 publications et aussi des nombreux ouvrages didactiques, hein, puisqu'il était enseignant, et il avait aussi était assez attaché à faire ces ouvrages pour enseigner la géologie. Alors voilà, j'ai mis quelques images. Ça, c'est une image qui était à la salle. Hein. Celle-là, elle date de 2007. Donc, on reconnaît bien Philippe Destovou, Monsieur Kay, vous étiez à côté, vous vous rappelez. et puis, il y a France Debrun de Lapparent, qui est spécialiste des tortues, avec Francis Bordet. Ouais, je ne connaissais pas, donc c'est de la famille de l'abbé Bordet, je pense. Ouais. Et après, une autre figure à côté, toujours à l'Universal, je pense que c'était en son honneur ou sur l'honneur de l'inauguration du Lignasal, je ne sais pas. Non, c'était l'inauguration du Lignasal, ouais, voilà. Ouais. Alors, un petit écart pour vous montrer ici. Alors après, au niveau des fonctions, il a fait beaucoup de fonctions au profit des géologues. Donc, vous l'avez évoqué, hein, il a été secrétaire et vice-président de la SGF, donc il avait trouvé les dates, c'était entre 1978 et puis 82. Il a été aussi président de la GBP et il a participé aussi au CNFG et au Géo. Et puis, il a adhéré dans d'autres associations, l'Association géologique du Nord, l'Association des sédimentologies françaises, et puis il a aussi collaboré au service de la carte géologique. Il a eu des distinctions, donc il a obtenu la médaille de bronze du CNRS pour ses travaux de sédimentologie et de paléontologie. Et en 1997, il a obtenu le prix Fontane de la Société géologique de France. Alors, ces travaux, c'est assez vaste, hein, j'ai essayé de résumer de manière plus concise possible, mais ces travaux ils vont aussi débuter vers quelque chose qui va l'attacher tout le temps, même pratiquement jusqu'à très, très récemment. C'est le Miocène et le Miocène de Murcia en Espagne. Donc, là, il va commencer par établir une cartographie détaillée et puis une stratigraphie aussi qui est détaillée et novatrice. Et c'est sur ce sujet qu'il va soutenir sa thèse d'État en 1973. Après, il s'intéressera aussi à l'Andalousie orientale et il va affiner sa méthode et il va diriger de nombreuses thèses, c'est-à-dire que il posait beaucoup de sujets de thèse avec l'IGAL sur ce secteur, ce qui permettait de couvrir un petit peu l'Andalousie et puis les différents terrains et d'affiner la stratigraphie d'une manière visuelle avec une vue assez, une vue assez large des sujets traités. Et par exemple, c'est assez intéressant ce qu'il a pu montrer, c'est qu'il a pu montrer justement quelque chose qui avait toujours été un peu intrigué les gens, c'est la présence de coquilles marines dans les gypses du Messinien. On ne pensait pas que ça pouvait arriver, mais sur le côté espagnol, effectivement, on a pu observer et on a fait revoir ces observations. C'est vrai, il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça, parce que ça posait quand même des questions de trouver ces coquilles marines dans le gypse. Alors, de 1971 à 1978, il va aussi mener plusieurs missions en Afghanistan avec le CRZDA, c'était le centre de recherche des zones arides, hein, et il va aussi produire des cartes géologiques originales, puisque c'est une région qui n'est quand même pas si facile d'accès, à la fois physiquement et politiquement. Et puis aussi, il va développer des investigations cartographiques, sédimentologiques et structurales sur le détroit de Messine. Au terme, on peut dire qu'il s'est beaucoup occupé
cette question du Miocène méditerranéen. C'est pour ça que quand il s'occupe de Messine, bon, alors, il s'occupe de Messine parce qu'il connaissait bien, il avait recruté Pascal Barrier qui était du coin. Il s'occupait beaucoup du Messinien parce que le Miocène d'Espagne, c'est le Miocène supérieur. Et la question de la crise de salinité, c'était toujours quelque chose qui était important, qui était beaucoup traité justement dans les années 90, quoi. Et donc, il amenait toujours un petit peu avec sa méthode de regarder plusieurs terrains et de mener des investigations sur cette question du Miocène méditerranéen et de la crise messinienne. Alors, ces travaux, d'autres travaux, après, il était aussi amené à s'intéresser à marches passives du Jurassique du Portugal, de Madagascar, et aussi aux prémices du rifting de l'ouverture de l'océan Atlantique au Miocène, dans le golfe de Suez et de la mer Rouge. Alors, ces missions, bon, il les a fait aussi dans le cadre de missions qui étaient financées, hein, et notamment principalement par Total, par Renardet, par Alpha Aquitaine. Et ces missions, ces financements l'ont amené aussi, on voit toujours ce lien avec la Méditerranée, hein, notamment en Tunisie, Maroc, mais aussi en Oman et jusque dans l'Oural. Alors, il y avait aussi des passions, hein, des marottes, et notamment une passion qu'il avait, c'était que je pense qu'il avait ça avec les gens de l'IGAL, avec l'abbé de Lapparent, il s'intéressait beaucoup à l'archéologie et à la préhistoire. Et Christian aussi était passionné d'archéologie et de préhistoire. Et puis, il a dirigé avec Bordet et M. Escalier l'un des premiers laboratoires sur la provenance des matériaux ouvrés, la céramique, le statuaire et aussi le lithique. Donc, on va avoir beaucoup de discussions sur la préhistoire et notamment sur la préhistoire locale. Et ce qui l'intéressait, c'était toujours le lien avec la géologie, c'est-à-dire quand il a du lithique, d'où venait le matériel lithique. Quand c'était la céramique, d'où venait un petit peu l'argile qui avait été utilisée. Toujours vraiment en lien avec la géologie. Et c'est en ça que c'est assez, comment dire, c'était assez avant-gardiste parce que finalement, on a beaucoup, avant on étudiait beaucoup le lithique, mais un petit peu la structure du lithique. Maintenant, l'origine physique de l'argile, ça a été, c'est pas arrivé en premier, quoi. Après, il s'est intéressé aussi sur les églises de sa région, donc du Beauvaisis, hein, et il a fait un ouvrage assez important. Il y a plus de 400 figures, des dessins, des photos, des planches couleurs, sur justement tous les graffitis. Alors, cet ouvrage, j'ai réussi à trouver le nom, c'est Prière des murs. Et on peut le retrouver sur Internet dans une petite société. Par contre, je n'avais pas réussi à vraiment trouver les dates, mais donc c'était un ouvrage qui est justement lié à tous ces petits graffitis qu'il y a sur les églises. Et en même temps, ça l'a amené aussi à avoir un autre concept, c'est un peu le concept qu'on a utilisé ici sur les balades géologiques en ville, c'est-à-dire de regarder un petit peu avec quelles pierres, quelles roches sont construits les monuments et les bâtiments qui sont locaux. Et bon, ça, c'est plutôt vers la fin, et notamment quand il était à l'IGAL. Hein, quand l'IGAL, elle a déménagé de Paris, puis qu'elle s'est installée à Cergy. C'est à partir de ce moment-là que Christian s'est intéressé vraiment au patrimoine géologique. Alors, c'était un peu l'occasion qui faisait la ronde. Alors bon, le patrimoine géologique, il avait vu comme nous que malheureusement, le patrimoine géologique dans le bassin de Paris comme ailleurs en France, il est assez maltraité, hein, et que c'est toujours extrêmement difficile de protéger les sites. Et là, il avait un peu pignon sur rue, puisque comme il était à Cergy, il était dans le Val d'Oise, et que dans le Val d'Oise, il y a un site, notamment Vigny, hein, que vous pouvez voir ici, qui avait besoin de protection. Et justement, c'était bien que l'IGAL soit là et puisse aider les autorités un peu à mener ces travaux qui sont un peu complexes d'un point de vue administratif, puisqu'il faut avoir l'autorisation. Ici, c'est une réserve naturelle régionale. Et donc, Christian a beaucoup investi justement sur ce site, sur ce site de Vigny, et notamment pour le protéger, et puis aussi
pour faire en sorte qu'il soit accessible au public et qu'il puisse avoir une lecture. Et c'est vrai que ça marchait assez bien, ça marche encore assez bien, parce qu'il y a beaucoup de visites de scolaires, il y avait des taux de visite qui étaient assez importants. Alors, il n'a pas fait que ça, il s'est aussi occupé d'autres sites, hein, et notamment du site de l'Auversien d'Auvers-sur-Oise, un site qui est à côté, où justement Lial et notamment Christian ont beaucoup œuvré pour pouvoir que ce site soit protégé, parce que c'était un besoin. Beaucoup de fouilles d'amateurs qui ont été faites, des fouilles aussi qui sont historiques, puisque des auteurs comme Gérard Poldet ont publié beaucoup, Kosman ont publié beaucoup, Lamarck, je ne pense pas, mais tous les auteurs du 19 milieu, fin 19e siècle, et voire début du 20e siècle, ont beaucoup travaillé. Et du coup, le site, il n'était pas, comment dire, en très, très, très bon état. Donc là, ça a supposé un petit peu de retourner voir les autorités et donc le conseil départemental du Val d'Oise, et de faire un projet de protection et de mise à disposition au public. Et donc ça a été fait d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps. Je pense que ça a été inauguré vers 2017-2018. Alors là aussi, je vais raconter un petit peu ce qui est intéressant dans ce dommage, c'est un peu raconter le vécu. Et donc, la première rencontre que j'ai eue avec Christian, c'était dans les années 80. Et je l'ai rencontré parce qu'il m'avait demandé d'identifier du matériel du Miocène d'Espagne pour une thèse qui était une thèse sur le Miocène d'Almeria. Alors donc du coup, on s'était bien entendu. Dans les années 90, on a encadré deux mémoires de 5e année sur le Néogène de Crète. Donc vous voyez que c'est toujours la thématique du messinien, de la crise messinienne. Et là, on avait l'occasion de le faire, donc on a encadré ces mémoires. Puis après, Christian m'a demandé d'enseigner la paléontologie des invertébrés. Je voulais enseigner les vertébrés, donc on était complémentaires, et la paléoécologie dans les nouveaux locaux de Cergy. J'enseignais jusqu'en 97 pendant cette période. Et là, on a aussi, justement, c'était quand même un peu le sujet de discussion qui revenait assez souvent. C'était justement des discussions sur le néogène méditerranéen. Et puis, le dernier travail qu'on a fait ensemble, c'était le dernier travail qu'il a publié, c'est la rédaction du volume Stratotype danien. Alors ça, cette rédaction, c'était quelque chose qui était un peu cher à tous les deux. C'est pour ça qu'on s'est mis à deux à le faire, parce que déjà, le stratotype danien, c'est quelque chose le danien, c'est un étage qui est un peu compliqué. Il faut voir que si vous connaissez le sujet, il y a eu des controverses on a les comptes rendus à la Société géologique de France, des controverses qui datent depuis 1830, qui ont été réglées dans les années 70. Donc, il y a une longue passé historique où les gens changeaient un peu d'opinion à chaque fois, avec des références qui étaient plus ou moins bonnes. Et donc, Christian, on était attaché à ce danien. En plus, les Daniens, les Danois, avaient leur stratotype, ils avaient des publications, et nous, on n'avait pas non plus de publication sur le bassin de Paris. Or, le bassin de Paris, historiquement, quand il a été le Danien, il a été créé par Desor, et Desor a désigné trois grandes coupes. Il avait désigné Faxe au Danemark, et puis la Versine et Vigny dans le bassin de Paris. Donc, ces sites sont officiellement des parastratotypes du Danien. Et donc, ça nous intéressait, et ça nous intéressait d'autant plus que ça permettait de valoriser le patrimoine biologique, et puis on avait un support pour publier, c'était le support justement de la collection stratotype du muséum. Donc, on a commencé à travailler assez tôt, en 2013. Donc là, vous avez Christian qui a Fax. Je n'avais pas pu y aller à ce moment-là, mais là, il est à Fax et il est sur la ligne de la limite KT, pas loin, je pense que, je ne sais pas, c'est probablement la couche d'iridium qu'on doit voir à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, il a commencé par aller
par aller au Danemark pour voir un petit peu et puis comparer avec le bassin de Paris. Alors, après, donc il y avait des questions qui nous intriguaient beaucoup. C'était la question du Danien inférieur et du Danien du Mont-Aimé. Alors, ça intéressait Christian d'autant plus qu'il y a des vertébrés là-bas. On a trouvé du crocodile, de la tortue. Et moi, ça m'intéressait aussi parce que je restais un petit peu sur ma faim sur ce Danien inférieur. Je ne comprenais pas et je dis à Christian, je dis, écoute, il faudrait quand même qu'on aille voir là-bas parce que moi, le Danien inférieur, je n'y crois pas trop, je ne sais pas trop ce que c'est. Et j'aimerais bien voir les coquillages. Et comme les coquillages, c'est un peu ingrat, il faut casser du caillou, il faut faire des empreintes, ce qu'a fait d'Orbigny, et après, pouvoir identifier. Alors, ça a été un travail qu'on a mené ensemble. Donc, on a été sur le terrain. Donc là, on voit Christian qui regarde la roche sur la falaise du Mont-Aimé. Et puis, à côté, il y a Grégoire Métet, qui est chargé de recherche au CNRS et qui est basé au muséum. Et puis après, il y avait d'autres gens. Et alors, c'était assez étrange, cette visite au Mont-Aimé, parce que justement, on ne savait pas si c'était quel étage c'était. On n'avait pas d'a priori, on voulait juste voir. Et on rencontre des amateurs, et les amateurs, ils arrivent et puis ils commencent à nous montrer du vertébré, et ils nous sortent du mosasaure. J'ai dit, c'est super, pour du Danien inférieur. ça commence bien. Hein. Et donc, alors après, c'était un mois de décembre, hein, c'est vraiment froid, on a échantillonné sous la neige. Et tout. Christian, il était encore pas mal. Et puis, donc moi, j'ai repris beaucoup de matériel de là. Et on avait cette histoire de mosasaure. Déjà, on ne croyait plus tellement que c'était du maestrichien, que c'était du danien. Mais alors, quand j'ai pris les coquillages, j'avais tous les types de d'Orbigny, puisque je fais l'inventaire, et c'était dans le volume danien. Et je les avais en photo et tout. Et quand j'ai commencé à voir les photos du maestrichien, enfin, les photos des coquillages, là, je me dis, c'est marrant, cette faune-là, elle ressemble à rien. Et donc, après, on a tout recoupé, tous les données. Christian, d'un point de vue géologique, il m'a dit, c'est vrai que de toute façon, même d'un point de vue sédimentologique, ça ne ressemble pas du tout au Danien du bassin de Paris, qui est beaucoup plus biogène. Hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Et donc, en fait, grâce à ce volume et grâce à cette mission, eh bien, on a pu identifier une dernière mer dans le bassin de Paris, parce que jusqu'à ce moment-là, elle n'était pas identifiée. C'est cette mer maestrichienne qu'on voit à peu près à la hauteur du Mont-Aimé, qu'on voit dans la Marne, et dont on a vu qu'elle descendait aussi jusque dans la Seine-et-Marne. Après, on la perd, on n'a pas d'éléments parce que c'est souvent érodé. Donc ça nous a beaucoup intrigués. Et c'est vrai que c'était, comment dire, ce Danien, quand on l'a rédigé, ça a toujours été des surprises pour nous. Parce que lui, il avait ses connaissances géologiques et il y avait beaucoup de choses à écrire. C'est pour ça que le volume, il est un peu épais. Moi, c'était pareil. Comme il n'y avait rien qui avait été montré, je me suis dit, on va montrer. Maestrichien, j'ai dit, on va pas faire comme d'Orbigny. Hein, on va montrer ce qu'on a, quoi. On va pas... Parce que le problème, c'est que d'Orbigny, il avait bien travaillé, sauf qu'ils n'ont rien figuré. D'où une grande partie de cette discussion qu'il y a eu, puisqu'elle a été fondée, elle n'était pas fondée sur du matériel qui avait été vraiment vu. Et donc, avec Christian, ça nous a beaucoup occupé, ce qui fait qu'on a un chapitre qui est assez épais par rapport à ça. Et puis après, là, on est en 2016, et là, en 2016, c'est pareil. Là, on refait une visite sur les faciès coralliens du site de Vigny, parce que il y avait des choses qu'il fallait qu'on vérifie, et notamment si c'était vraiment un récif ou pas, une grosse plateforme corallienne. Et là, donc, on a refait des observations avec ici, vous voyez, Chex, il y a Saint-Martin on ne voit pas, qui prend les photos, et Christian, qui guidait, et on a vu à peu près tous les faciès tous les faciès coralliens pour savoir si finalement c'était du récif. Et en fait, on pense qu'il n'y a pas eu vraiment de récif, qu'il y a eu une production corallienne, mais sans vraiment avoir des édifications de récifs comme on peut voir, par exemple, dans le Miocène de Méditerranée, ou même un peu dans le Miocène d'Aquitaine aussi. Donc, voilà des discussions, des exemples de choses qu'on a fait ensemble. Et puis, finalement, en fin 18, on a quand même
réussi à faire ce gros bébé, hein, le publier. Donc, on l'a publié donc, aux éditions des Muséums. Je crois que c'est le 9e volume du stratotype danien. Et puis après, on l'a inauguré. Donc, on l'a inauguré début 19. Donc là, vous voyez Christian qui est là. Et puis, on voit ses élèves. Hein. Là, vous avez juste Cyril Gagnaison, puis d'autres géologues. Il y a Jean-Claude Plasia aussi, qui est juste en arrière-plan. Et puis, voilà, donc Christian, il fait son talk, il explique un peu comment on a travaillé ensemble, parce que finalement, on était quand même pratiquement, on n'était pas une semaine sans s'appeler, notamment à la fin, parce qu'il y avait des tas de réglages à faire, il y avait des feedbacks avec les éditions scientifiques, parce que bon, on leur donnait des manuscrits corrects, on avait toujours des corrections à faire. Donc voilà, donc on s'appelait régulièrement, même d'ailleurs à la fin, je lui ai dit, il me dit au téléphone, il me dit mais Didier, il n'y a plus rien à faire. Je lui dis non, c'est fini. On a vraiment fini le volume. Je lui dis, seule chose qu'on a à faire, c'est attendre qu'il sorte et puis qu'il le publie. Et donc voilà l'inauguration. Et puis alors l'inauguration, on l'avait faite en salle. Et puis sur le terrain. Donc sur le terrain, Christian, c'est peut-être sans doute une des dernières fois où on le voit sur le terrain à Villy en train de montrer les différentes coupes et la complexité de ce site, la complexité géologique. Il y a beaucoup de tectonique et c'est vrai qu'il faut avoir vraiment un œil de géologue assez fin pour comprendre un peu tout ce qui se passe dans ce site. Et là, il commençait quand même à être assez fatigué. Et là, voilà, on montre aussi, là, il est devant la grande carrière, il montre un peu les différents faciès, il explique. Et puis, voilà, donc là, voilà, j'en terminerai, quand même, c'est un géologue. Et puis là, voilà, on avait fini tout ça, donc ça s'est terminé parce qu'on a bu un petit vin d'honneur et tout. Voilà, et je dirais que Christian, c'est avant tout un géologue de terrain. Il y a une grande curiosité, puis une faculté d'analyse de repères. Et je pense que tous les gens de l'IGAL le regretteront, parce que c'était pour les gens de l'IGAL, il n'y en a pas ici, mais c'était vraiment leur maître à tous, et je pense qu'ils l'auront toujours dans la mémoire. Donc voilà, c'est terminé. Je pense que vous avez sans doute des choses à rajouter. Merci beaucoup Didier Merle. Vous avez peut-être des questions à poser à Didier? Oui, Gaston Godard. Oui, moi j'ai une remarque. Il y a un ouvrage de lui qu'il est venu présenter ici même, oui, qui est sur la famille Lapparent. Bien sûr, Albert de Lapparent, l'Institut LIGAL, c'est l'Institut géologique Albert de Lapparent. Oui, c'est vrai. Et c'est toute une dynastie de géologues. Il a donc rédigé un ouvrage sur l'histoire de cette dynastie et qu'il est venu nous présenter ici. Il y a bien des années déjà. Hein. Ouais. Cet ouvrage est très intéressant pour l'histoire de la géologie. Oui, oui. Par ailleurs, moi, j'ai un souvenir de lui. On avait été sur le terrain ensemble. Il y avait un petit congrès qui avait été fait pour, alors je ne sais plus si c'était le 30e anniversaire de la découverte des pas de dinosaures du Veillon. Et il y était puisque ça avait été un des acteurs de cette découverte et de la première étude. Et j'ai le souvenir qu'on avait eu ensemble des discussions philosophico-religieuses, puisque étant de l'IGAL, donc de l'Institut catholique, il évoquait des questions de rapport entre science et religion, avec un certain scepticisme d'ailleurs qui m'a un peu étonné, moi personnellement. En tout cas, ce sont des souvenirs. Ce que vous dites justement à propos des rapports avec la religion, vous savez, tout à l'heure, au début du diaporama, je vous ai montré quelque chose sur, j'ai montré sa figure sur YouTube quand il était jeune.
Et en fait, sur YouTube, il a un interview là-dessus. Alors, je ne voulais pas le passer, je ne pouvais pas parce que ça dure quand même 27 minutes. Mais vous allez trouver, et là, vous pouvez voir son interview. Et il répond à un journaliste pendant 30 minutes, justement, sur ces questions-là. Et qu'en dit-il? Parce que le journaliste, il essaye toujours de le pousser dans les retranchements religieux. Et bon, le peu que j'en ai écouté, parce que je n'ai pas tout non plus écouté, mais je voulais quand même, avant de venir, quand même en avoir quand même une certaine notion. Et c'est vrai que le journaliste, il lui disait, mais alors, oui, l'histoire de la vie, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer l'histoire de la vie avec un hasard? Alors il répondait, ben non, mais c'est pas un hasard, mais c'est pas forcément pour autant qu'il y a quelque chose de quelque chose de enfin, il y a quelque chose de téléologique, quoi, qui fait que c'est conduit par une entité supérieure. Après, ils ont posé la question aussi de l'homme. Donc là, il a bien esquivé parce qu'il a raconté beaucoup plus l'histoire, comment ça se déroule, etc. quoi. Et il y a plein d'autres questions, mais je pense que vous pouvez taper Christian Motona sur YouTube et vous allez voir la vidéo, elle est bonne, on l'entend bien, et c'est assez intéressant, je pense. Merci. Oui, l'ouvrage sur la dynastie des de Lapparent est un ouvrage passionnant. C'est dans cet ouvrage qu'on voit l'abbé Félix de Lapparent face à l'abbé Breuil, tous les deux en soutane. Moi, j'ai connu l'abbé de Lapparent en costume, et il y a la photo de tous les deux en soutane à l'époque, évidemment. Donc, Christian a été un ami très cher. Il était extraordinairement doué. Nous avons fait le certificat de 3e cycle de paléontologie des vertébrés ensemble. Il a été le major de la promotion, loin devant nous. Cette promotion, je vous le rappelle, dans cette promotion, il y avait Jean Godin, qui faisait partie de la même année. Il y avait France de Lapparent, la nièce de l'abbé de Lapparent. Il y avait Armand de Réclès, qui est devenu professeur au Collège de France. Il y avait Jean-Pierre Cuif, qui a travaillé sur les coraux à Orsay. Il y avait Robert Julien, qui a été ensuite directeur, conservateur du musée d'histoire naturelle de Marseille. Enfin, ça a été une promotion très amusante et tous ont fait des carrières diverses et variées, mais Christian a été de loin le plus doué. Voilà, merci encore, Ninier, pour cette belle évocation. On va enchaîner. Moi, je vais m'asseoir.